Merci. Bonjour à tous d'abord. Et je remercie bien entendu d'abord le professeur Hirsch de son invitation, par laquelle je suis très honoré. Et voudrais donc vous parler de manière un petit peu générale de la décision médicale. Pour ma part, je suis professeur de philosophie à Rouen. Je participe à quelques espaces éthiques, celui du CHU et celui de l'hôpital du Rouvray, qui est un hôpital psychiatrique. Et je m'occupe donc d'enseignement, essentiellement, d'essayer d'enseigner ce que peut être l'éthique dans le cadre de DU, puisque les masters d'éthique n'existent pas en province, enfin, très peu. Alors je voudrais donc tout de suite commencer mon propos en remarquant ceci, c'est que dans son petit traité de la décision médicale, qui a été écrit en 2007, Pierre Lecause fait ressortir, tout à fait conformément à l'étymologie la mieux reconnue du mot, que décider, le professeur Hirsch en parlait à l'instant, vient du latin classique decidere, qui inclut le verbe cedere, caedere, qui veut dire couper, qui veut dire trancher. Ce qui implique que décider veut dire qu'on écarte, pour s'en séparer, beaucoup d'options afin de n'en conserver qu'une, que l'on a en quelque sorte élue à partir d'une délibération qui est censée avoir considéré l'ensemble des options. Décider prend alors les sinistres allures du verbe décimer, on pourrait presque dire, et si on voulait les atténuer par des postures un petit peu plus rassurantes et moins éliminatoires que celles de la décision, eh bien, on tomberait alors sur la remarque, alors un petit peu plus fantaisiste sous le rapport de l'étymologie, du Léviathan de Hobbes, qui, auteur du XVIIe siècle, qui, dans son chapitre 6, fait ressortir que délibérer implique à son tour un retranchement de liberté. Dès lors, si on s'apprêtait à contrepeser la rupture que la décision représente avec le libre débat de la délibération, eh bien, il faudrait revenir sur cette appréciation en prenant en compte que si libre qu'apparaisse le débat de la délibération par rapport à l'acte de décider, eh bien, il est fondamentalement orienté vers la décision, et il participe déjà de sa restriction de liberté pour un certain nombre de gens qui peut compter ceux qui délibèrent et qui ne participeront pas à la décision finale. Alors le mot délibération implique, aux yeux de Hobbes, je le cite, le fait de mettre fin à la liberté que nous avions d'accomplir ou d'omettre une action conformément à notre appétit, dit-il, à notre désir ou à notre aversion. Étymologiquement vrai ou fausse, la remarque de Hobbes est essentielle, car il est indiscutable que ce qui est visé dans une confrontation délibérative, c'est une composition ou une restriction des points de vue qui les ramène à un seul, permettant la décision. Alors la méthode que nous allons suivre pour parler de la décision médicale consiste à la distinguer, cette décision, des décisions qui ont lieu dans d'innombrables autres domaines où l'on décide. Bien entendu, cette décision partage avec ces autres décisions des caractères communs, mais elle s'en distingue. Elle s'en distingue aussi par des traits spécifiques. Le principal d'entre eux étant lié à deux lois dont il a déjà été question, deux lois qui ont, on pourrait dire en quelques traits de plume, changé, et probablement pour longtemps, la profession médicale. Les lois dites Kouchner de 2002, auxquelles il a été fait allusion,
et la loi dite Leonetti de 2005. Bachelard, le philosophe Bachelard, ironisait sur les physiciens qui, dans les premières années du XXe siècle, sous les coups de boutoir de la théorie de la relativité et de la théorie des quanta, avaient dû se refaire une vie, comme il disait. Il est au moins une profession dont les membres, dès la première décennie du XXIe siècle, n'ont pas été ménagés, que ce soit théoriquement, techniquement, légalement, et qui ont dû refaire la leur. Eh bien, c'est la profession médicale. C'est la profession médicale que la loi contraint, non pas seulement à délibérer collégialement, ce qui est un truisme, mais à décider collégialement, en offrant la place essentielle au malade lui-même ou à un certain nombre de ses porte-paroles, ce qui renverse radicalement l'ancienne responsabilité du décideur solitaire et monarchique qui transformait les résultats des délibérations en simples conseils, alors qu'ils deviennent présentement non pas seulement la préparation d'un choix, mais l'élection même de la solution retenue. Alors cette révolution radicale, qui s'est pourtant effectuée on pourrait dire, dans le plus grand calme, et presque sans voix qui se soit élevée pour la contrer, cette révolution radicale pose la question de savoir ce qu'est une décision collective. Qu'une délibération devienne démocratique peut bien être une conquête, mais enfin c'est presque sa nature, c'est presque son essence. En revanche, on pourrait se demander si la décision n'est pas d'essence monarchique. L'antinomie ordinaire de la délibération et de la décision doit être revisitée. Mais quand bien même ce problème serait réglé, et que l'on trouve moyen, que l'on puisse trouver le moyen de donner sens et valeur aux décisions collectives, enfin dans la mesure du possible, le problème de la meilleure décision, auquel il a été fait allusion il y a quelques instants, le problème de la meilleure décision ne laisserait pas de se poser. Il n'est pas sûr que, parce qu'une décision est prise collectivement, elle soit la meilleure possible. Encore que chacun ait honnêtement et en conscience, en tout cas sans aucune volonté de tromper quiconque, et participer à la décision. Fût-on démocrate, on ne peut estimer que d'un coup de baguette magique, les décisions seront toutes bonnes parce qu'elles auront été prises par des collèges dont les médecins ne sont plus que partie prenante. Les antinomies de ce qu'on pourrait appeler l'élection plutôt que le choix sont plus profondes encore que celles qui opposent la décision collective à la responsabilité individuelle, et elles tiennent au fait qu'élire une option dont on a délibéré plutôt qu'une autre, selon quelque procédure que ce soit, implique toujours que l'on puisse contester leur classement, et que cette contestation ne manque pas de se faire jour dans le feuilletage que toute décision prise engendre avec les décisions qui auraient pu l'être et qui menacent sa légitimité. Disons d'entrée de jeu, pour plus de clarté, que nous distinguons l'élection du choix. Le choix est affaire de volonté. Est affaire de volonté et à la limite, il souffre l'arbitraire et n'a pas besoin de donner ses raisons. En revanche, l'élection d'une option, que nous prenons au sens, j'allais dire, au sens latin de saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, eh bien, l'élection d'une option ne peut pas se passer de se justifier en donnant ses raisons. Or, il est clair que la décision médicale est devenue, de nos jours, plus proche d'une élection que d'un choix. Ou, si l'on préfère, que le choix ne se porte que sur ce qui a été élu. Et nous montrerons, enfin si nous en avons le temps, qu'elle n'échappe pas
à la dialectique à laquelle la soumet Condorcet, si l'on veut bien entendre élection en un sens un peu élargi par rapport au seul domaine politique où on l'enferme injustement, car la réflexion de Condorcet a aussi une portée éthique et peut bien concerner, quoique est-il besoin de le préciser, l'auteur n'en parle pas, l'éthique des soins. Commençons par examiner, j'allais dire, les constantes de la décision. Nous entendons par constante de la décision les composantes que la décision médicale partage avec de nombreuses autres sortes de décisions. Il n'y a pas de situation qui se tranche par une décision qui n'ait représenté un moment d'hésitation. Il faut une décision quand on rencontre une difficulté dans le cours de l'action. Précisément quand ce cours de l'action ne peut plus s'écouler selon le train ordinaire et coutumier. Même si la décision est prise par un individu seul, qui ne se réfère à personne d'autre qu'à lui-même, la décision est toujours liée à un temps de délibération. C'est-à-dire à un moment où il faut peser des arguments, envisager diverses solutions. Un être qui n'aurait, dans certaines circonstances, qu'une seule idée, ne délibérerait pas. De plus, la décision ne peut porter que sur l'avenir. On peut bien discuter le passé, se demander si tel ou tel, voire nous-mêmes, avons bien agi, s'il était possible de s'y prendre autrement, mais cette discussion n'est pas une délibération, puisqu'elle ne débouche pas sur la décision d'une action suivie, sur la décision d'une action ou suivie de cette action ou de son empêchement. Ainsi, la délibération et la décision, qui lui mettent un terme, sont un jeu, j'allais dire, d'entendement ou d'intelligence et de volonté. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans la délibération, d'avoir une intelligence de la situation et de ses développements possibles ou probables, mais cette intelligence est entièrement projetée vers l'avenir d'un acte de volonté qui sous-tend l'action. L'intelligence donne la raison de l'action et en constitue l'ordre, mais il est clair que cet ordre n'a de sens qu'à partir de cet acte volontaire. La volonté finale travaille toujours la mise en ordre qui la précède. Mais selon que ceux qui délibèrent sont aussi ceux qui décident, ou qu'ils ne font que conseiller celui ou ceux qui décident, la délibération prend une autre teneur. Si je suis partenaire d'une décision, et si je dois finalement assumer la décision qui en résultera, il est clair que je suis extrêmement soucieux, non seulement de formuler un avis que je pense être le meilleur, mais que je suis aussi attentif aux avis que formulent les autres, prêt à les réfuter s'ils ne me conviennent pas, parce qu'il me faudra les considérer comme les miens, si l'un ou l'autre de ces avis devient celui de la collectivité ou de la majorité de ses membres. Je serai bien évidemment moins âpre à la réfutation si la décision ne m'appartient pas ou si un autre l'assume à ma place. La délibération, dans ce dernier cas, est plus une affaire d'intelligence de la situation et de son évolution qu'une affaire de volonté. Être au service de la volonté d'un autre, sans être partie prenante de cette volonté, et surtout sans avoir à en répondre, laisse plus de latitude à l'intelligence de la situation ou à l'intelligence des choses mêmes. À moins que je ne m'occupe essentiellement de plaire, pour quelque raison intéressée, à celui que je conseille. Sans doute, si je participe à la décision, devrais-je prendre en compte les choses mêmes, mais surtout me représenter le nouveau monde qui résultera de la décision,
si c'est mon hypothèse qui prime ou si c'est celle de tel ou tel. La teneur de mes façons d'entrer en délibération change statutairement et sans que je le veuille, selon que je suis autorisé ou non à décider. L'intelligence est modifiée par la volonté que j'investis et dont je dispose. Allons plus loin. Si je n'investis pas la décision qui clôt la délibération, ma façon de délibérer sera plus descriptive à l'égard de la situation et des options à y prendre. Elle sera plus descriptive que modale, si je puis dire. On pourrait, à la façon d'un auteur anglais que vous avez peut-être fréquenté, qui s'appelle Richard Hare, H-A-R-E, utiliser des mots grecs pour le faire. Je dirais mon mode de délibérer, si je n'investis pas une décision, sera plus phrastique que gnostique. C'est-à-dire que je me soucierai moins du mode d'affirmation de ce que j'avance, si je n'investis pas la décision, que si je suis partie prenante de la décision. La décision ne me concernant pas, le mode de mes affirmations ne me concerne pas non plus. C'est l'inverse qui se produit si ma décision est suivie d'effets, décisoires auxquels je participe. Là, cette fois, le descriptif, le phrastique, si je puis dire, ne se développe pas librement, quoique je fasse attention aux aspects de la situation. Il n'a de sens que par le modal, que par le gnostique, qui le porte, alors que je laisse l'initiative du modal et du gnostique à celui qui agit seul dans le cas contraire, me réservant une intelligence plus ouvertement descriptive, plus ouvertement phrastique. Toutefois, il ne s'agit là que de nuances, car dans tous les cas où une délibération a lieu en vue d'une décision, le modal, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec la raison de croire ou la raison de prendre en compte une option, a globalement plus d'importance que la description même de l'option, réduite à quelques traits dont peut s'emparer la volonté comme pour en faire un calcul. Je vais m'arrêter un peu à ce calcul, parce qu'il est étrange que, bien avant qu'il se fût agi de faire le moindre calcul réel sur les décisions, Aristote avait déjà vu que dans les délibérations, comme dans les décisions, eh bien, il s'agit moins de décrire les options que de les rendre commensurables. Aujourd'hui, nous ne nous contentons plus de savoir établir entre des représentations différentes une commensurabilité obtenue par référence à la volonté, qu'elle soit monarchique ou collective. Nous savons, depuis les travaux de Thomas Bayes, qui les a inaugurés dans le cadre, en gros c'est dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, nous savons calculer d'une certaine façon sur les raisons de croire, en nous contentant d'opposer trait à trait les éléments phrastiques, lesquels n'interviennent pas dans les calculs comme éléments représentatifs, comme ils peuvent intervenir, par exemple, dans les lois physiques. Du moins, quand ces lois physiques ne s'expriment pas en caractère probabiliste, comme elles le font presque toutes désormais. Il est donc des mathématiques qui ont prise, plus ou moins directement, sur la volonté, plutôt que sur le descriptif. On ne calcule pas que sur le descriptif, que sur le phrastique, on peut calculer aussi sur le gnostique, sur le modal. Il y a plus, et cela a pu se voir d'entrée de jeu, le calcul sur le modal, plutôt que sur le descriptif, n'impose aucune loi impérative au vouloir. En effet, il ne dit jamais, ce calcul, qu'il faut choisir telle option parce qu'elle a plus de chances de réussir. Le calcul bayésien ne cherche nullement à déterminer notre désir. Le décideur est libre de choisir l'option à laquelle il tient le plus. Seulement,
il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer de cette liberté. Il est des options qui se payent plus cher que d'autres. C'est le prix d'un pari engagé sur telle ou telle option, ouverte sur l'avenir, qui est mesuré par la règle de Bayes. Mais il est parfaitement possible que je choisisse une option qui ne soit pas conforme à mes désirs et qui apparaisse plus rationnelle parce que, par exemple, elle est choisie par plus de personnes. Comme il est possible que je maintienne l'option qui est la plus conforme à mes désirs, quoiqu'elle ne soit sûrement pas la plus rationnelle. La seule contrainte est qu'il faudra bien choisir quelque chose. Et que, du coup, chez Bayes, comme chez Aristote ou chez saint Thomas, le volontaire est le matériau même dont se sert l'intelligence. Toutefois, si nous délibérons à plusieurs, et que je propose aux autres le choix d'une option moins rationnelle qu'une autre que j'aurais pu choisir, il faudra que je m'en explique. Le plus souvent, dans une délibération à plusieurs, il me faudra donc accepter, comme si elle était mienne, une option qui n'était pas initialement la mienne, parce qu'elle apparaît majoritaire et, à ce titre, disons, plus rationnelle. Le fait que nous ayons à décider après délibération n'a certainement pas réduit la rationalité, mais a imposé qu'elle porte sur un autre objet. C'est-à-dire moins sur le monde lui-même, qu'il s'agit de changer, que sur le rapport des mondes qui se trouvent confrontés. Eh bien, c'est cette nouvelle rationalité. Cette nouvelle rationalité ne peut plus compter sur quelque expérience que ce soit pour se régler, comme c'est le cas dans les représentations plus descriptives des sciences ordinaires, qui ne sont pas des connaissances pratiques. Alors je crois qu'on l'aura compris. Il est rare que l'on puisse faire une composition des diverses options qui se présentent. Si une telle construction en arbalète, si j'ose dire, était possible, on n'aurait pas besoin de décider. On n'aurait pas besoin de décider ni de délibérer. Le calcul seul suffirait et il faudrait simplement y mettre de bons calculateurs ou de bons dynamiciens. Le fait que l'on ne puisse se livrer à une telle dynamique, pour la raison que les options que l'on traiterait alors comme des forces sont trop contradictoires, impose que l'on définisse un ordre par délibération pour une décision. Le calcul bayésien n'a de sens que solidaire d'un classement, on pourrait dire d'un classement lexical des options, si l'on veut bien entendre lexical dans son sens rawlsien, dans le sens que Rawls lui a donné. Rawls envisage, je dis ça entre parenthèses, l'ordre lexical comme un ensemble de filtres, on pourrait dire, constitués par des principes distincts les uns des autres, classés de façon ordinale, de telle sorte que une fois qu'on a tiré parti du premier, on puisse passer au second, puis au troisième, etc. C'est ça qu'on appelle l'ordre lexical. Le lien privilégié que la décision peut avoir avec ce type de calcul bayésien et ce type d'ordre lexical, soit le classement des options, explique le caractère évolutif du système que la décision forme avec la délibération. Il existe des circonstances dans lesquelles ce système paraît en quelque sorte tourner sur lui-même, tournoyer comme une hélice. La décision, qui est prise compte tenu des informations dont on dispose à un moment, déclenche une autre situation qui donne d'autres informations à partir desquelles seront prises d'autres décisions sans qu'on puisse envisager un terme, en quelque sorte, au processus en spirale, au processus hélicoïdal. Cette façon, pour la décision de se penser et de se poser, ne caractérise certainement pas la seule décision médicale, mais il est possible que ce soit la décision médicale qui l'illustre le mieux, par deux traits que nous voulons relever avant que nous nous mettions franchement à distinguer la décision médicale. Le premier trait est que l'on n'a pas besoin d'identifier de manière stable une situation
avant de commencer à la modifier, avant de commencer à la travailler. Ainsi, Sperando disait en 1984 que, je cite, et il s'intéressait lui plutôt à l'éthique médicale, que l'exactitude du diagnostic n'est pas une fin en soi, et que même lorsqu'il y a incertitude, on ne peut suspendre la décision d'action. Autrement dit, il n'est pas besoin de savoir désigner une maladie avant de commencer à soigner le patient. Et le soin qui lui est apporté modifie cette maladie et ce qu'il y a à soigner. À la limite, le protocole, s'il a un nom, est le véritable nom de la maladie. Et le second trait est que l'on peut commencer à soigner et, je cite un auteur qui est assez voisin par le temps, l'époque à laquelle il travaille, qui s'appelle Hoc, H-O-C, et donc, je cite, à prendre des décisions sur les soins avant même de disposer des données nécessaires pour les justifier. Hoc le disait pour expliquer comment l'activité de diagnostic s'inscrit dans une stratégie d'ensemble de gestion des risques et des coûts. On mesure ainsi comment le diagnostic n'est pas indépendant des actions auxquelles on se livre, qu'il n'est pas non plus une activité isolée des autres, et que l'annonce d'une maladie, par exemple, pourrait ne pas se poser dans les termes simplistes dans lesquels on tend à les poser, comme s'il s'agissait de révéler une vérité toute faite. Or, il s'agit moins de révéler et d'attendre d'avoir révélé pour agir que de construire une situation nouvelle, fût-elle difficile à identifier, en ne cessant de la faire évoluer en vue du meilleur état du patient. Donc l'objet à identifier, si tant est qu'il soit utile et nécessaire de le faire, est lié à l'organisation de l'arbre décisionnel. L'intelligence parle moins d'un être dans lequel s'installerait la volonté qu'elle n'accompagne et seconde la volonté en chacune de ses phases et en admettant l'état de suspension dans lequel elle ne cesse de nous mettre. Outre ces traits donc, que la décision médicale partage avec les autres décisions, elle se caractérise et se singularise encore par quelques autres traits. Et c'est là-dessus que je voudrais maintenant insister. Le premier est celui qui a, je crois, révolutionné la profession médicale depuis un peu plus d'une décennie maintenant, et probablement de façon irréversible. Le médecin, fût-il chef de service, ne peut plus imposer au malade et à ses collègues soignants son diagnostic et quelques projets de soins qu'il aurait décidé de façon solitaire. Du monde de la décision pour le malade, et nous n'avons pas lieu de penser que le médecin ne l'orientait pas toujours dans l'intérêt qu'il supposait être celui du patient, les lois de 2002 et leur réaffirmation, voire leur approfondissement en 2005, ont fait basculer le travail du médecin en un monde où il doit, avec ses collègues, décider le patient à élire un protocole de soins. Alors, ce chiasme grammatical qui paraît faire glisser l'objet direct en objet indirect ou le sujet indirect en sujet direct n'est pas seulement une question de mots et a véritablement changé le centrage du soin, transformant deux fonctions qui étaient séparées, celle de la compétence et du savoir-faire théorique et technique auprès du malade d'une part, et celle de savoir convaincre le malade de se plier aux soins d'autre part,
donc en deux fonctions complices, hein, en deux fonctions complices et entrelacées, sinon dans le même individu du soignant, du moins dans la même équipe, hein, qui doivent réunir en la même personne, singulière ou collective, les vertus de compétence et de conviction. Il est loin le temps, hein, où Gorgias pouvait se vanter d'obtenir par la seule vertu de son verbe, et sans savoir aucune médecine, la confiance que son frère médecin, hein, et dont la compétence n'est pas mise en cause par Socrate, ne parvenait pas à arracher ou à s'accommoder de son patient. On demande désormais aux soignants d'avoir à la fois une compétence, hein, renforcée, sans cesse mise à jour, et les vertus du spécialiste de la communication, hein, que Gorgias pouvait se vanter d'être il y a 25 siècles. Hein. Ce qui pose de façon plus aiguë encore que chez Platon la question de savoir comment la confiance doit aller à la compétence. Décider l'autre à accepter un soin, ou installer cet autre dans une histoire ou un protocole de soins, hein, lequel pourra changer en cours de route en s'accompagnant toutefois toujours de l'assentiment, du dissentiment du patient, du dialogue, de la négociation, de la renégociation avec lui, sans se vexer, sans le lâcher précisément au moment où il perd espoir et courage. Hein. Décider l'autre implique un savoir pratique spécifique, hein, qui n'est pas le savoir de la maladie, hein, mais qui relève plutôt de cette connaissance que Platon appelle psychagogie, hein, dans le Phèdre. Hein. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une connaissance de celui à qui on propose un traitement, qui le vise dans sa singularité, ou du moins qui ne se trompe pas sur la classe dans laquelle il s'agit de le faire entrer. Hein. Jamais définitivement d'ailleurs, car l'histoire d'un individu malade est celle, enfin du point de vue de sa maladie au moins, de la description d'une spirale dans laquelle tous les renversements sont possibles et où les havres et les conditions de fixation seront rares. Décider l'autre de quelque chose est une expression qui peut encore s'entendre, il est vrai, en deux sens. En deux sens, et dont la clarté et la distinction n'apparaissent pas aussi bien que lorsqu'on oppose cette formulation à décider quelque chose pour l'autre. On peut décider l'autre à accepter une option dont le médecin est convaincu par le savoir médical qu'il a acquis. Hein. Le savoir de l'autre s'apparente alors à une sagacité, hein, qui sait user des subterfuges nécessaires pour circonvenir et ployer les résistances. On peut aussi partir de ce que demande le malade, hein, et puiser dans le savoir médical ce qui convient le mieux pour donner sens et valeur à cette demande qui, elle aussi, pourra évoluer. Ces deux attitudes, entre lesquelles peuvent se loger de multiples degrés intermédiaires, sont diamétralement opposées puisque, dans le premier cas, le médecin paraît imaginer que le savoir médical peut produire pour chaque situation la solution idéale, comme si le bien était un et comme si le mal était multiple. En d'autres termes, comme s'il n'y avait qu'une solution. Dans le second, la pluralité, on pourrait dire, est acceptée. La pluralité des solutions, la pluralité du bien est acceptée. Et la science est mise au service de l'innovation du malade, s'il en fait preuve, et surtout, s'il lui est possible, et tant qu'il lui est possible, d'en faire preuve. Le savoir pratique est, dans le second cas, non pas l'art du subterfuge, mais une réelle ouverture qui permet une contribution du patient. Cette dernière expression peut apparaître quelque peu restrictive, hein,
Cette restriction tient compte de l'ineffaçable dissymétrie de la relation de soins. Quel que soit son projet, le patient ne pourra pas faire comme s'il n'avait pas demandé de l'aide, avouant non seulement sa faiblesse de malade, mais aussi sa carence de savoir, pour la prendre en compte, son impuissance à se soigner par lui-même. Cette impuissance a forcément un coût, puisqu'il me faut, si je suis malade, compter sur l'autre qui, nécessairement, mais aussi de façon inévitablement fausse, doit se projeter dans ma situation avec ce qu'il imagine de mes valeurs pour la configurer, cette situation, s'il ne peut résoudre tout à fait mon problème. Le médecin qui doit soigner aussi ma maladie, quand bien même elle serait intimement liée à mon existence, ne peut entièrement prendre en compte la demande que je lui fais. Il doit forcément tailler en elle la partie à laquelle il sait répondre ou à laquelle il croit savoir répondre. Toutefois, en dépit de ces réserves, il n'est pas vain de parler d'une médecine désormais centrée sur le patient, ou qui, du moins, cherche à lui faire authentiquement la plus large place, dans la mesure du possible. Elle se caractérise par deux traits principalement, qui semblent, très fortement antithétiques, et dont la contradiction peut peut-être être réduite. Le premier est que cette nouvelle contrainte éthique et juridique, globalement acceptée par le corps des soignants même, par le corps des soignants, même si certains d'entre eux font parfois valoir, pour s'en plaindre, une perte de responsabilité, eh bien, cette nouvelle contrainte éthique pousse le praticien à chercher conseil, mais aussi exige que la décision soit en principe collégiale. Les conséquences sur la teneur d'une décision sont considérables. Sont considérables en ce qu'elles rapprochent celle-ci du conseil, sans toutefois se confondre avec le conseil, et l'empêchent de transcender la délibération. Le second trait, à l'opposé, et comme à l'autre pôle, tend à donner au savoir médical une allure laplacienne, si j'ose dire. On sait que Laplace, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, se servait de la loi de Newton, non pas parce qu'elle était vraie, non pas parce qu'elle était une description vraie de la nature, mais parce qu'elle pouvait servir de dénominateur commun aux recherches en astronomie, chaque scientifique amendant, on pourrait dire, en relation permanente avec ses collègues, amendant son savoir, amendant donc grâce à l'analyse, les équations des mouvements des divers corps célestes observés par la communauté des savants. Eh bien, il semble bien que l'evidence-based medicine, la médecine fondée sur la preuve, joue à présent, et depuis un certain temps, cette fonction de commensurabilité d'un médecin à l'autre, puisque chacun peut puiser ce qu'il convient de faire en chaque situation, tout en tenant compte de sa particularité, mais aussi contribuer sans cesse à l'amélioration des statistiques, des règles d'utilisation des connaissances ainsi mises en commun, avec comme condition d'appartenance au contrat de continuer à s'instruire toujours en collaborant par ses lectures, fussent-elles partielles, et par ses écrits, fussent-ils modestes, à l'immense corps qui constitue le savoir médical. Alors, reprenons dans l'ordre nos deux traits qui nécessitent que nous les développions séparément en dépit de leurs points communs, car l'evidence-based medicine place tous les soignants du même côté d'un savoir médical dont aucun n'a le monopole, qui par conséquent les transcende tous, mais qui aussi les engage à dialoguer et à se confronter les uns aux autres.
Oula, d'accord. Bon, donc je vais juste terminer sur ce point-là. Puis... Très bien. Oui, non, je ne vais pas prendre 5 heures. De toute façon, là, j'ai 5 minutes. Hein. Très bien, écoutez, je termine juste ce propos sur ce point. Hein. Quand une décision est collective, hein, ce qui est plus que recommandé hein, aux soignants par une loi qui ne va pas encore jusqu'à imposer des sanctions en cas de non-respect de cette collégialité, la décision ressemble de moins en moins à une instance détachable de la délibération. Hein. Paradoxalement, elle pèse, on pourrait dire, elle pèse davantage sur celle-ci. Hein. Ainsi, le moment de volonté qu'est la décision porte son ombre sur la délibération, puisque chacun sait que, d'une certaine manière, il y participe. Hein. L'intelligence déployée lors de la délibération est alors celle de la volonté de la décision. Mais, si volontaire que soit la volonté, hein, dès lors qu'elle est collective, qu'elle se gagne par la confrontation des points de vue dans lequel chacun compte, il est clair que cette volonté est moins un choix qu'une élection. Hein, qu'une élection qui n'élimine pas les solutions non retenues, et qui les laisse être comme des solutions qui sont apparues comme de moindre valeur, certes, mais qui auraient pu être retenues. Au coup près du choix, à sa manière abrupte de trancher les raisons, sous prétexte qu'il faut bien décider, s'oppose justement l'élection, dont les pesées qui y ont conduit sont sans doute, sont en quelque sorte, sont dans toutes les têtes au moment où la décision est prise. L'élection est une préférence, on pourrait dire. Une préférence n'oublie rien de ce à quoi elle a été préférée. Même si leur décision est de volonté, eh bien, les hommes qui auront à décider collectivement sont en intelligence les uns avec les autres, si je puis dire. Tout se passe comme si la volonté n'était qu'un fantasme projeté sur le mode de la transcendance à partir de ce qui est réellement un désir dont on a au préalable discuté. C'est-à-dire que parce qu'elle est issue d'un débat rationnel, la décision perd de son tranchant volontaire et se rapproche de l'affectivité, se rapproche, on pourrait dire, du désir. Alors, j'aurais ajouté simplement ceci, et je m'oriente évidemment vers la conclusion, que la décision ne se détache pas, eh bien, n'est pas sans danger. N'est pas sans danger, car elle peut manquer de netteté, elle peut manquer d'assurance. Elle peut même encourager une certaine inertie dans les soins, qui est autant à craindre et à rejeter que des procédés trop violents et trop agressifs. Peut-être serait-elle plus marquée si elle était monarchique, mais elle serait alors de teneur différente. De plus, si on a pu l'accuser d'être diffuse, on a aussi pu lui reprocher d'encourager ceux qui cherchaient à s'abriter derrière les autres de le faire très facilement. Il faudrait, il est vrai, pour qu'une décision collective fût valable, que chacun n'opinât jamais que comme s'il eût été seul à le faire. C'était l'idée de Rousseau quand il développait son idée de volonté générale dans le domaine de la politique. Alors, je voudrais juste terminer peut-être par un mot de conclusion. Là, j'ai évidemment réduit énormément mon propos, mais cette conclusion, je voudrais simplement dire ceci. C'est que quiconque s'intéresse à la littérature sur la question de la décision ne peut manquer d'être frappé par un changement de ton des années 1970-1980 aux années du début du présent siècle. Alors, je ne dis certes pas que le terme de décideur soit désormais proscrit, mais les auteurs qui traitent de la décision ont appris à être circonspects avant de l'utiliser en médecine.
Si par exemple je regarde le livre de Lucien Israël sur la décision médicale, qui est paru en 1980, il ne s'agit dans une réflexion, d'ailleurs bien informée, soit dit en passant, bien informée sur le calcul des probabilités, que de déplorer que la médecine ne compte pas assez de décideurs conscients de l'être, que de former les décideurs que sont les médecins, et quand ils ne sont pas des décideurs nés, que de les contraindre, sous peine de n'avoir rien à faire en médecine, à devenir des décideurs par une éducation que les études de médecine devraient essentiellement promouvoir. Eh bien, il est clair que les livres écrits aujourd'hui, écrits de nos jours, sur le même sujet, sont devenus plus modestes. Dans la promotion du décideur, dont les auteurs ne traitent plus que pour fustiger la plupart de ce genre de personnages. Le médecin, loin d'être un décideur dans le sens de quelques personnages idéal qui prend des décisions, est un acteur qui remplit une fonction dans une structure où des décisions se prennent ou sont prises, mais qui n'est évidemment pas le seul à prendre. Sous la plume d'Alain Berthoz, auteur de La décision, en 2002, puis avec une réédition en 2013, je le cite, et je vais terminer quasiment là-dessus, « Les décisions que prennent nos médecins sont moins les productions des décideurs qu'elles ne pourraient être le résultat d'une analyse logique de faits empiriques. » Autrement dit, il y a bien des décisions, mais il n'y a plus trace de décideurs monarchiques. En 20 ou 30 ans, la profession médicale, puissamment relayée par le législateur, a complètement balayé, on pourrait dire, cet idéal, sans être totalement aboli. L'ère des décideurs semble désormais s'éloigner en médecine, car le narcissisme assez épais et peu critique que la notion contenait a été laissé à tout autre secteur professionnel. Voilà. Je vous remercie.